avoir 4 points à aborder. Kursk et après, premier point. Deuxième point, le chantage nucléaire de Kiev qui se poursuit et monte en gamme en fait. Troisième point, la Biélorussie en alerte. Pourquoi? Quatrième point, le dernier épisode de la saga Nord Stream. Avant tout cela, avant d'aborder ces points, j'ai une annonce très importante et heureuse à vous faire. Vous avez dû voir, parce que je l'ai fait, je l'ai posté sur LinkedIn et X, que j'ai créé le cercle Paix et Guerre et que nous avons lancé des souscriptions pour poursuivre le développement de la chaîne, pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Et voilà, c'est l'occasion pour vous à la fois de nous soutenir et en même temps de vous associer à notre, voilà, de développer un courant de pensée et de compréhension du réel international qui nous réunit si vous me suivez déjà sur Paix et Guerre, version simple. Donc le cercle est créé, il y a 2 niveaux d'abonnement très simples, il y a ça, c'est YouTube. Il y a des badges de fidélité avec des couleurs différentes, vous verrez. C'est tout bête, hein. Pour vous abonner, vous appuyez sur le bouton rejoindre sur la chaîne, tout simplement. Alors, il y a deux types de membres de ce cercle Paix et Guerre. Il y a les amis de Paix et Guerre qui auront donc comme accès, si vous voulez, un accès au chat en direct, une priorité pour les réponses aux commentaires qu'ils peuvent faire et des sondages réservés. Et puis il y a un deuxième niveau un peu plus élevé et qui propose d'autres choses, qui s'appelle les fans. Donc il y a tous les avantages bien sûr des amis, mais quand vous êtes fan, vous avez aussi 3 choses en plus. Un accès à un nouveau contenu qui s'appelle les clés du monde, c'est-à-dire c'est des vidéos au moins hebdomadaires, mais il y en aura probablement plusieurs par semaine au bout d'un moment, que je vais faire pour approfondir un point que j'ai pas pu trop traiter ou trop profondément traiter pendant mon endoscopie, ou pour aborder une question thématique ou une question géographique ou un point d'actualité très urgente. Donc voilà. Et puis, donc ça, c'est les clés du monde, les vidéos hebdomadaires auxquelles vous aurez un accès exclusif si vous êtes fan de Paix et Guerre, du cercle Paix et Guerre. Deuxièmement, vous aurez accès à un grand direct mensuel où on pourra justement échanger, où je récapitulerai l'actualité du mois écoulé et les points d'attention à mon avis, et puis on pourra échanger sur le fond, ou sur des détails, ou sur des questions que vous souhaitez me poser à ce moment-là. Ça, ce sera une fois par mois. Et enfin, il y aura des entretiens particuliers avec des personnalités un peu hors normes, a priori, françaises ou étrangères. Voilà. Donc ça, c'est pour les fans. Et les amis ont donc les avantages que j'ai cités auparavant. Alors j'espère que vous allez être évidemment nombreux à rejoindre ce cercle, parce que je vais produire du coup des nouveaux contenus pour vous spécifiquement. Bien sûr, Paix et Guerre continue dans sa version gratuite, avec les mondoscopies hebdomadaires et avec une émission d'entretien qui va commencer, je pense, fin septembre, début octobre, et qui s'appellera Géopolitiquement Incorrect. Je vous annoncerai bientôt mon premier invité. Et puis, pour terminer avec 2 autres annonces, il va y avoir un prochain direct que j'avais annoncé déjà avant de créer le cercle. Donc, ce sera un direct ouvert à tous, mais bien sûr, les membres qui seront déjà membres à ce jour, donc ce sera le 1er septembre prochain à partir de 18h30 et jusqu'à 20h. Les membres, eux, auront cet accès pour le chat en direct, une priorité sur les questions, etc. Et enfin, je voulais vous dire, et après on en finit avec les annonces et on passe au fond, nous mettons désormais les émissions, en tout cas Mondoscopie, en podcast sur Spotify, en ligne à peu près 15 jours après le jour où elles apparaissent sur YouTube, si vous voulez. Voilà, après la publication sur la chaîne, ça passe en podcast environ 15 jours après.
Voilà pour les annonces. Donc, rejoignez-nous. Voilà, je ne peux pas vous demander mieux. C'est une manière de se battre aussi pour nos idées et pour un état d'esprit qui, je crois, nous réunit. Voilà. Alors, premier point ce soir, la bataille pour la frontière de Koursk. Que voulait exactement l'Ukraine? Bon, et que veut d'ailleurs exactement l'Ukraine? Quelles sont les perspectives? Quelle est la situation actuelle, évidemment? Alors, bon, je suis vraiment désolée, mais sur X et ailleurs, il y a une propagande délirante, il y a une euphorie complètement folle, et avec, comme d'habitude, les chambres d'écho des médias mainstream qui essaient de nous vendre une rupture majeure dans la guerre, dans la morne réalité de ce conflit ukrainien où domine quand même la Russie sur le plan militaire. Alors, je suis navrée, mais pour tous ces gens, pour tous ces experts, pour tous ces observateurs avisés, n'est-ce pas, qui envahissent les plateaux des grands médias, mais ils vivent tous au pays des rêves bleus de oui oui, et y compris ceux qui m'insultent et sont désagréables sur X notamment. Ils continuent d'entretenir, ils ont une lourde responsabilité, ils continuent d'entretenir la population européenne et vous tous dans un mensonge criminel, pour elle, comme évidemment pour l'Ukraine et son peuple, parce que les faits sont têtus. Je suis désolée. Donc, évidemment, la Russie a tenu bon. Il y a eu une percée ukrainienne, incontestable, qui est un succès au plan tactique, bien sûr, c'était inattendu. Je ne pense pas que les Russes l'aient fait exprès. Bon, je ne pense pas. Je pense plutôt que l'Ukraine, qui parlait beaucoup de pourparlers, etc., a peut-être fait de Maskirovka version ukrainienne. Mais en tout cas, la stratégie du commandement russe, elle est claire, elle est évidente, c'est d'empêcher désormais l'ennemi de pénétrer plus à l'intérieur du pays et d'élargir son emprise, si vous voulez, considérablement, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose quand même. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelques photos qui sont prises avec des soldats ukrainiens tout sourire, tout contents. Mais enfin, c'est une petite tête de pont et il faudrait l'élargir au sens, voilà, en largeur, si vous voulez, pour que ça ait du sens véritablement militairement et surtout le tenir. Donc ça, c'est un sujet qui pour l'instant est compliqué encore pour les forces ukrainiennes. Il faut, voilà, les Russes détruisent, ils détruisent des batteries d'HIMARS, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent, des patriotes, ils détruisent beaucoup, beaucoup de véhicules blindés ukrainiens. Ils compliquent la logistique, là où les forces armées ukrainiennes, évidemment, tentent de se retrancher sur leurs quelques prises. Et tout ça, c'est en cours. Donc, et puis surtout, cette incursion à Koursk, enfin dans l'oblast de Koursk, n'a pas eu l'effet majeur militaire que les forces ukrainiennes souhaitaient, que le commandant en chef Syrski souhaitait, c'est-à-dire dégarnir les forces russes du Donbass, où les positions ukrainiennes sont vraiment désormais quasi désespérées. En tout cas, d'après tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre et tout ce qui ne vous est évidemment pas dit, mais enfin, il y a quand même des analystes sérieux qui le disent. Donc, il n'y a pas d'affaiblissement à grande échelle de l'offensive russe dans le Donbass. Au contraire, cet axe central, si vous voulez, du groupe de forces centre de l'armée russe se poursuit et pas du tout à l'avantage des forces ukrainiennes. Donc, en plus, cette attaque donc vers Koursk n'a été rendue possible que par le retrait des troupes de la ligne de front orientale, donc de la ligne de l'Est, si vous voulez, du Donbass. Et puis, bon, l'approvisionnement en artillerie s'est raréfié. Les soldats, bien sûr, ont été encouragés par l'incursion en Russie, mais ils déclarent quand même, il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui disent que cette incursion a nécessité des armes et des munitions dont eux ont déjà cruellement besoin et manquent cruellement. Il y a même un commandant qui était stationné sur un point chaud du front oriental qui a déclaré que sa brigade disposait de moins de 4 mortiers pour défendre sa position et qu'elle pouvait tirer que 10 obus par jour et par mortier. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dérisoire. Donc l'Ukraine perd chaque jour un peu plus de terrain à l'est.
Et entre-temps, son incursion à Koursk a atteint déjà son point culminant. Et maintenant, il faut lutter pour conserver le terrain qui est conquis, qui a été conquis. Et ça s'annonce difficile, voire extrêmement mortel. En plus, elle a fait venir pour tout ça non seulement des munitions, des armes, mais des actifs de grande valeur pour empêcher les réserves russes d'atteindre la zone. Mais tout ça, ça ne peut pas durer. En fait, si vous voulez, c'est bien cette incursion, c'est ce que j'ai dit déjà la semaine dernière. Mais il faut pouvoir tenir, donc il faut pouvoir avoir beaucoup de réserves. Donc que se passe-t-il pour l'instant? Les forces russes ont libéré ce qu'on appelle, qui est une zone qui s'appelle New York. Elles continuent d'avancer vers Toretsk, donc dans le Donbass, hein, et elles ont considérablement progressé dans la région de Pokrovsk-Selidovo. Et ça, ce sont des gros nœuds logistiques pour l'Ukraine. Et alors que pendant ce temps, bah, au lieu de se battre sur ce front-là qui est central et qui est dominant et qui est le plus lourd, et celui où les forces ukrainiennes sont déjà en difficulté, elles sont obligées de divertir leurs ressources pour tenir à Koursk ce qu'elles ont réussi à prendre parce que ça a une valeur symbolique, une valeur politique, une valeur médiatique importante, beaucoup plus que militaire en fait. Alors il y a une journaliste que j'ai entendue par extraordinaire sur LCI, une envoyée spéciale, qui manifestement a compris tout ça, et en tout cas se l'est fait expliquer, et surtout a osé le dire à l'écran sur LCI, et c'est assez formidable, parce qu'après plus de 2 ans et demi de mensonges éhontés à toutes les heures du jour et de la nuit, ça fait quand même du bien d'entendre quelqu'un qui a un peu de bon sens et qui rapporte, si vous voulez, le sentiment à la fois des soldats ukrainiens qu'elle peut rencontrer, des forces ukrainiennes qu'elle peut rencontrer, et de ce qu'elle a pu comprendre de la zone et de l'ensemble de la bataille. Donc voilà, en plus, ça n'a pas créé la panique dans la population russe, qui était aussi quand même une idée au départ ukrainienne. Et puis quand je dis ukrainienne, je parle aussi de ceux qui ont aidé évidemment les forces ukrainiennes à faire cela, et je pense surtout aux Anglais, mais je vais vous en reparler. Donc pas de panique dans la population, pas de pression sur le commandement militaire et politique russe pour prendre des mesures folles ou inconsidérées, ça a complètement échoué. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut crier victoire, je pense que le harcèlement sur ces zones frontalières de la Russie, pré-2014, la Russie historique si vous voulez, va durer. Il y a encore des batailles qui sont à venir, mais voilà, ça va dépendre essentiellement du niveau de fureur, de rage et d'engagement des parrains de l'Ukraine. Et là, je parle surtout des Britanniques, parce que je pense que dans cette affaire-là, les Britanniques, qui ont d'ailleurs assumé quasiment publiquement leur soutien à cette offensive, étaient très 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 près, et très en amont d'ailleurs, de cette percée dans l'oblast de Koursk. Ils l'ont fait savoir d'ailleurs. Le Times de Londres l'affirme, que c'était un plan britannique, que les images de chars Challenger 2, tout ça, ça ne les dérange pas. En fait, ils essaient de pousser le reste des Européens, et même Washington d'une certaine façon, à continuer à s'engager, donc de montrer qu'eux osent lancer ce qu'ils appellent une contre-invasion. C'est peut-être un peu excessif, mais bon. Voilà, le nouveau gouvernement de Keir Starmer et du secrétaire à la Défense Healy, voilà, on discute, on montre les discussions qu'ils peuvent avoir. Bref, il y a une implication croissante des Britanniques dans l'incursion vers Koursk. Les enjeux sont très élevés. Les équipements britanniques, notamment les drones, ont joué un rôle central dans cette offensive. Et évidemment, le personnel militaire britannique conseille étroitement l'armée ukrainienne depuis le début, depuis même bien avant 2 ans et demi, à vrai dire. Voilà. Et à mon avis, plus que beaucoup d'autres pays, voire plus que tous. Donc c'est important de comprendre que les Anglais veulent avoir et assument un rôle central en fait dans cette contre-invasion, et d'une manière générale dans le soutien à l'Ukraine, depuis Boris Johnson qui avait fait pour capoter les pourparlers quasiment quelques jours après le lancement de l'opération militaire spéciale, et pour parler de paix. Voilà.
Alors les États-Unis, eux, qui sont en campagne électorale présidentielle, ça ne vous a pas échappé, évidemment, eux, ils affichent au contraire une attitude un peu en arrière de la main, parce que quand même, on est arrivé sur le territoire russe historique, donc ça devient un peu dangereux. Ils affirment ne pas avoir été au courant des plans ukrainiens, de leurs objectifs, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a une pression de Londres sur Washington? Est-ce que Washington en a assez? De toute façon, c'est une guerre par procuration et l'Ukraine est le proxy de Washington et de Londres, bien sûr, mais surtout de Washington. Mais maintenant, jusqu'à quel point les Américains sont-ils mécontents de ces incursions de Koursk? Il se dit qu'il y avait des négociations de paix entre Russes et Ukrainiens. Bon, je vais vous dire ce que j'en pense. Je n'y crois pas, moi, personnellement. Voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression, et aussi en Europe, notamment en Allemagne, pour justifier la fin de l'aide allemande. Euh, on reparle pas mal des missiles Taurus, vous savez, qui ont une portée de 250 km, similaire à peu près à celle du Storm Shadow, avec une ogive plus puissante. Et il y a beaucoup de pression sur l'Allemagne pour qu'elle les donne enfin aux Ukrainiens et qu'elle les autorise à s'en servir. Cependant, en fait, l'Allemagne a gelé pour l'instant l'aide militaire à l'Ukraine. Euh, alors, elle invoque une crise budgétaire intérieure. Mais enfin, le ministre, enfin Pistorius, là, qui avait demandé 3 milliards et demi de fournitures supplémentaires, pour l'instant, cette demande a été rejetée par le ministère des Finances allemand. Euh, voilà, il y a, en tout cas, et ce qui se passe aussi sur Nord Stream, qui sera mon quatrième point, montre qu'il y a peut-être, il commence à y avoir des dissensions, en tout cas des, 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 des analyses faites de l'opportunité d'un soutien trop visible à Kiev qui sont différentes entre Londres, Washington et Berlin. Et je pense aussi qu'il y a une colère américaine voilà, vis-à-vis de ce qu'ont fait même si l'Amérique continue bien sûr à soutenir globalement et fort. Et s'il y a des gens au sein de l'administration américaine et de la Maison Blanche qui soutiennent envers et contre tout l'Ukraine, il y en a aussi qui sont plus circonspects. Donc voilà, l'Allemagne, elle, voilà, ses missiles Taurus, c'est compliqué. Elle ne soutient pas d'une manière générale quand même une telle implication, une implication si directe sur le territoire de la Russie, des attaques ukrainiennes, ça, bon. Donc peut-être que les Anglais, qui sont très très en avant de la main, ont promis à l'Ukraine qu'ils arriveraient à obtenir des alliés l'utilisation d'armes à plus longue portée contre la Russie, en échange finalement de cette attaque. Parce qu'il faut bien comprendre que vu la manière dont on s'est engagé dans le soutien à l'Ukraine depuis 2 ans et demi vis-à-vis de nos opinions publiques en Europe et aux États-Unis, il y a un moment où on a besoin de succès pour justifier tout cet argent. Et la poursuite des dons ou des prêts ou en tout cas d'un argent qui est quand même celui des contribuables à un moment donné, que l'on envoie en soutien à ce pays. Mais pourquoi donc à la fin et pour quel résultat? Donc ça, c'est vraiment une dynamique qui est très lourde pour les Ukrainiens et qui les pousse aussi à faire un certain nombre de choses parfois un peu désespérées ou un peu folles, et qui est très lourde aussi pour les donneurs d'ordre à l'Ukraine, bien sûr, et qui sont nos gouvernements, tout simplement. Je ne parle pas que de la France, mais bien sûr les gouvernements occidentaux. Donc, voilà. Ce qui est clair, c'est que la Grande-Bretagne, elle veut prolonger la guerre. Elle a probablement suggéré à l'Ukraine d'envahir la Russie, et elle l'a aidé à le faire. Bon, même si elle savait que finalement ça ruinerait, et surtout parce que ça allait ruiner peut-être un moment, alors est-ce que c'est de véritables pourparlers, mais en tout cas un certain nombre peut-être de discussions enfin, qui avaient lieu, en tout cas vous savez à propos du plan Zelensky dont je vous ai déjà parlé dans une précédente Mondoscopie. Il se passe des choses, il y a des choses quand même qui se discutaient entre Moscou et Kiev, à bas bruit et peut-être à bas niveau d'ailleurs, je n'en sais rien.
Mais en tout cas, voilà, tout ça est maintenant interrompu. Vladimir Poutine, Lavrov, Zakharova, le Premier ministre, enfin, ils ont tous dit que maintenant, là, on était sur des attaques terroristes, donc il n'y avait plus de négociation, il n'était plus question de négocier quoi que ce soit. Donc, voilà, on va, et je vais vous parler du Qatar, bien sûr. Alors, je dis que les Anglais sont très en avant de la main, mais ça ne veut pas dire que les Américains, parce qu'ils sont circonspects peut-être sur cette opération, ne sont pas eux aussi très très impliqués. On sait qu'ils gèrent un détachement officiel, enfin une espèce de division, si vous voulez, des opérations sensibles, des activités sensibles, qui fournit un soutien quand même militaire direct à l'Ukraine. Bon, ce détachement n'avait jamais été révélé, mais en fait, voilà, maintenant ça sort. C'est dirigé, bien sûr, ce sont des forces spéciales, hein, des forces d'opération spéciales américaines, qui travaillent avec leurs homologues ukrainiens. Ça fournit un soutien sur le champ de bataille, ça fournit du renseignement en temps réel, notamment en matière de ciblage. Ça crée des réseaux humains clandestins pour la collecte de renseignements, parce que ça c'est évidemment fondamental, d'un côté comme de l'autre. Et évidemment, il s'agit aussi d'identifier toutes les faiblesses militaires russes en matière de ciblage, etc. etc. Donc les Américains sont quand même là, et bien là, bon, mais tout ça n'est plus un scoop, à vrai dire. Simplement, ça devient de plus en plus clair, en revanche. Donc on peut dire que les Américains sont peut-être pas contents de ce qui s'est passé à Course, mais en tout cas ils étaient au courant. Voilà, ça ne les a sans doute pas surpris outre mesure, voire même ils étaient très au courant. Bon. Donc on est vraiment dans une phase où voilà, l'Ukraine essaie de changer la donne, pas seulement pour des raisons cosmétiques, pas seulement pour montrer qu'elle est capable de faire quelque chose, mais aussi peut-être pour arriver à renverser la vapeur militaire, ce qu'elle croit toujours pouvoir faire avec l'aide des Occidentaux. Et donc, comment faire? Parce que bon, cette incursion sur le territoire russe, bien sûr, c'est un cas de figure, mais la Russie domine toujours militairement d'une manière assez sensible ce conflit. Bien sûr, pas forcément politiquement, sauf à l'extérieur du camp occidental, mais justement, la question c'est comment faire pour qu'elle perde le soutien du reste du monde, si vous voulez, en quelque sorte. Euh, donc, il y a une incapacité militaire occidentale à défaire militairement Moscou, mais au lieu de pousser le camp occidental à la paix, à la raison, voilà, à l'intelligence de situation, non, ça le pousse au contraire à la fuite en avant, comme je l'explique depuis longtemps, et à prendre des décisions d'escalade, voire de très grande irresponsabilité. Donc la question, même les Américains en parlent, et même Trump en parle désormais, c'est comment faire pour arriver à désolidariser la Russie de la Chine. Ça va être très compliqué, je vous le dis. Mais voilà, même Trump semble céder dans certaines de ses interventions à cette sirène. Il y a probablement des gens qui peuvent le convaincre et qui sont en train d'essayer de le convaincre que c'est possible. Et donc, qu'est-ce qui reste pour provoquer ça, pour provoquer un changement de paradigme, si vous voulez, dans la guerre, et un rétablissement des positions occidentales, au-delà même du théâtre ukrainien, au plan géopolitique, au plan des perceptions géopolitiques, bah, évidemment, ce serait de provoquer une escalade nucléaire, c'est-à-dire de provoquer une réaction nucléaire de la Russie, et donc, en amont de cela, de provoquer de faire un false flag nucléaire, c'est-à-dire de pouvoir imputer à la Russie une attaque qu'on aurait nous-mêmes mise au point d'une manière ou d'une autre, chimique, bactériologique, mais probablement plutôt nucléaire, parce que on sait que tout ce qui est chimique depuis la Syrie, c'est un peu passé. Enfin, c'est plus très crédible, si vous voulez. On a fait litière de ce qui était soi-disant les attaques du régime syrien avec des armes chimiques, etc., qui étaient sinon inventées pour la plupart, je dis bien, du moins même carrément montées par d'autres camps. Donc on est
voilà, on est plutôt dans l'idée d'une possible provocation nucléaire dont nous serions à l'origine, dont le camp occidental et probablement les anglo-saxons. J'espère que les Français ne se prêteraient pas à une telle folie. Mais voilà, l'idée, c'est arriver à avoir un impact psychologique fort sur à la fois la population russe, le leadership militaire et politique, et bien sûr les populations occidentales. Donc, comment faire? Il faut faire en sorte que l'on puisse dire oh, la Russie a attaqué militairement, nucléairement, au plan tactique, l'Ukraine. Donc, parce que ça, évidemment, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça provoquerait à coup sûr? Ça provoquerait un isolement de la Russie. Si on pouvait dire qu'elle a répondu soit à une incursion trop profonde, et je pense que c'est pour cela que les forces ukrainiennes cherchent aussi, avec derrière les conseils avisés de la Grande-Bretagne, cherchent aussi à taper la Russie dans la profondeur et à aller vers éventuellement les centrales, et notamment celle de l'oblast de Koursk, justement, centrale nucléaire en activité. C'est pour éventuellement, et c'est une pure folie, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des raisonnements complètement fous dans cette guerre depuis plus de 2 ans. C'est pour faire en sorte que la Russie, et sa doctrine nucléaire le lui permet, puisse réagir elle-même en faisant une frappe éventuellement nucléaire tactique ou en étant poussée, si vous voulez, à le faire pour répondre soit à une incursion trop profonde, soit carrément à une accusation de false flag, etc. Enfin, si vous voulez, il y a plusieurs scénarios, soit dans lesquels c'est nous qui montons une attaque sous faux drapeau, nous l'imputons à la Russie et nous justifions l'entrée en lice de forces de l'OTAN, ou même de forces américaines, directes, mais ça j'y crois pas trop. Soit c'est la Russie que l'on pousse, et ça c'est quand même ce qui se passe, et on essaye depuis longtemps, à devoir faire un coup de semonce nucléaire tactique en Ukraine pour dire ça suffit, arrêtez maintenant. Voilà. Donc, bon, on est dans ces scénarios. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses ont été tentées, mais rien n'a marché jusqu'à présent pour entamer le calme assez souverain quand même de Vladimir Poutine. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne réagit pas comme on espérait qu'il le ferait. Donc on a essayé en inondant le barrage de Novaya Kakhovka, on a essayé plein de choses. Et en fait, ça se retourne toujours contre les forces armées ukrainiennes et ça les met dans une situation de plus en plus difficile, notamment sur le Dniepr, hein, puisqu'il y a cette idée qu'elle pourrait à un moment donné, si jamais les forces ukrainiennes continuent à faire tomber, parce qu'il y a toute une cascade de barrages, à faire tomber d'autres barrages, il se peut aussi que ça finisse par couper certaines forces ukrainiennes qui sont passées de l'autre côté, sur la rive gauche du Dniepr, à les isoler définitivement du reste des troupes ukrainiennes de l'autre côté du Dniepr. Donc on est vraiment dans une situation compliquée de fuite en avant. Et la provocation nucléaire ne doit pas être écartée, ne doit vraiment pas être écartée, même si ça paraît complètement fou. Bon, voilà, je pense que en fait, c'est plus probable, et un certain nombre d'experts le disent, c'est plus probable, que l'arme chimique qui n'est plus crédible, on voit pas très bien pourquoi la Russie se donnerait la peine de faire ça, ou les armes bactériologiques, parce que là, les armes bactériologiques, ça peut échapper au contrôle, y compris de leurs instigateurs. Donc en fait, l'arme nucléaire tactique, c'est-à-dire de petits kilotonnages, mais enfin des petits kilotonnages, ce qu'on appelle tactique aujourd'hui, c'est plusieurs fois, ça va jusqu'à plusieurs fois la puissance des bombes de Nagasaki et Hiroshima. Je
Je l'avais expliqué il y a déjà assez longtemps dans l'une des premières émissions. Donc, est-ce que ça n'est pas ça qui gigote dans les têtes folles d'un certain nombre de docteurs folamour occidentaux qui conseillent l'Ukraine et peut-être même des Ukrainiens eux-mêmes tout simplement qui se disent voilà, on a tout essayé, on est perdu en fait militairement, rien ne marche, donc il faut faire en sorte soit que la Russie réagisse, soit de faire une, de lui imputer une attaque qui va la couper, qui va l'isoler immédiatement d'un grand nombre d'alliés et qui fera que, et surtout même de population d'une manière générale, même d'ailleurs dans les cercles européens, vous en êtes les témoins. Il n'y a pas que des gens qui avalent la soupe de la propagande pro-ukrainienne, il y a aussi des gens qui réfléchissent, qui regardent la situation et qui se disent mais on prend des options, on prend des décisions extrêmement dangereuses. Donc, voilà, donc il y a un certain nombre d'analystes qui disent mais l'Ukraine pourrait très bien, avec les Américains, faire sauter une ou deux charges nucléaires, avec je sais pas, 10 kilotonnes par exemple, dans des cités comme, ça peut être Kiev, hein, ça peut être Dniepropetrovsk, ça peut être Odessa, bien sûr, la capitale, le plus grand centre industriel du pays, et puis le grand port, hein, Odessa. Ce sont des cibles, si vous voulez, qui sont suffisamment importantes et symboliques et connues pour qu'on puisse accuser la Russie d'avoir fait quelque chose de terrifiant, de les avoir touchés, de les avoir tapés, et que ça puisse convaincre les peuples européens ou les masses européennes. C'est ça. Ça ferait une impression extrêmement négative, bien sûr, sur le monde. Bon, voilà. Trouver des explosifs, c'est pas compliqué du tout. On peut le faire par des bases de l'OTAN ou des bases américaines d'ailleurs, en Pologne, en Roumanie, enfin bon. Il y a beaucoup de choses qui transitent par tous ces coins, donc c'est... Voilà. Et l'idée ultime derrière ce type de raisonnement, qu'il se produise à Kiev, à Washington, à Londres, à Paris ou ailleurs, c'est qu'une fois que le false flag est donné, soit la Russie réagit, alors là, bon, on est parti, mais on aura toutes les raisons de pouvoir à notre tour faire quelque chose. Et à mon avis, on compte toujours sur le fait que Moscou n'osera pas employer l'arme nucléaire à son tour, même dans ce cas-là, parce qu'elle saurait que c'est l'escalade et que c'est la fin, en fait, que c'est la Troisième Guerre mondiale, mais nucléaire. Mais en revanche, on se dit que ça pourrait peut-être être une manière de faire en sorte que le Kremlin veuille faire la paix, ce qu'il ne veut pas pour l'instant, et qu'on l'incitera à faire la paix et que ça viendra de ses alliés, pas seulement de la pression de l'Ouest, de l'Ouest, oui, mais des puissances neutres ou des puissances alliées. Et ça, c'est une idée évidemment qui doit être assez séduisante. Assez séduisante. Bon, évidemment, ça veut dire qu'on s'oriente vers une situation extrêmement dangereuse. Et je pense que les mois prochains seront dangereux parce que la situation militaire ukrainienne se dégrade, contrairement à ce qui est dit, et qu'il n'est pas impossible que tout s'effondre aussi, et notamment dans le Donbass, sur le flanc oriental, avant l'élection américaine. Et ça, il y a beaucoup de gens à Washington qui ne peuvent même pas l'envisager, qui ne peuvent même pas le supporter. Et il y a bien sûr l'affaire de la responsabilité, parce que c'est quand même l'administration sortante et l'administration Biden qui est responsable de tout ce qui se passe depuis le début de la guerre. Et on sait qu'il n'y a pas non plus
dans l'élection américaine qui se joue en ce moment, c'est pas seulement les républicains contre les démocrates, c'est aussi au sein du Parti démocrate un certain nombre, non pas de coteries, mais de clans, qui cherchent à renforcer leur position interne et se servent pour ça de la faiblesse de Biden et de la réalité des compétences de Kamala Harris pour pousser leurs pions, leur vaisseau, si vous voulez. Donc, que ce soit les Ukrainiens ou les Américains, au niveau des politiciens, ils n'ont pas plus de scrupules les uns que les autres. Et ils veulent sauver leur peau économique, financière et même leur réputation. Si tout ce qui s'est passé dans ce conflit venait à se savoir, vous imaginez. Donc voilà. Donc l'idée donc soit de pousser Moscou à se considérer obligé de frapper nucléairement, tactiquement, parce qu'il y a des attaques trop profondes sur son territoire, soit pousser Moscou à réagir à un false flag qu'on lui imputerait. Quand je dis false flag, c'est attaque sous faux drapeau, c'est-à-dire un massacre de Ratchak, enfin quelque chose qui est monté et qu'on impute à l'autre. Voilà. Ça arrive tout le temps. Hein. La Syrie est un bon exemple de ça, mais il n'y a pas que la Syrie. Alors, voilà, l'idée, c'est isoler la Russie. Comment faire pour l'isoler du Sud global? Et là, évidemment, ça arriverait très vite. Très, très vite. Donc, je pense qu'il faut se préoccuper quand même de ce scénario possible. Et il ne faut pas oublier que dans la doctrine nucléaire, il est bien dit que la Russie, si elle considère qu'elle a des attaques conventionnelles, même pas nucléaires, conventionnelles, à grande échelle, qui menacent son existence et celle de l'État, se réserve le droit d'une frappe, y compris en premier, nucléaire. Donc, voilà, pour l'instant, elle ne l'a pas fait, même dans le contexte de ce qui se passe à Koursk. Mais on ne peut pas ignorer tout ça. Alors, voilà, il faut penser, imaginer ce que dirait la Chine, imaginer ce que dirait l'Inde, imaginer... il y aurait une énorme pression sur ces pays pour se mettre à distance eux-mêmes de la Russie. Pour simplement démontrer qu'ils ne légitiment pas, eux, l'usage de l'arme nucléaire. Voilà, même si c'est la Russie qui le fait, si vous voulez. Donc, il faut faire attention au désespoir des uns et des autres. Alors, on est donc dans cette situation à la fin de l'été. Et il y a une autre nouvelle dont je veux parler, qui me paraît assez étonnante, mais en même temps pas complètement improbable. Il se dit que l'Ukraine aurait déployé, mais alors la question c'est où les a-t-elle trouvés et qui sont-ils, 120 000 soldats le long de sa frontière avec la Biélorussie, soi-disant en défense, en protection, face à une volonté de la Biélorussie de l'envahir. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, je pense que la Russie n'a pas intérêt à ignorer ce regroupement de forces s'il est véritable, parce qu'évidemment, certaines d'entre elles pourraient être redéployées sur d'autres fronts, que ce soit à Donbass et ou à Koursk. Donc ça, c'est le président Loukachenko qui a dit ça récemment dans une interview aux principaux médias russes. Donc que l'Ukraine avait déployé 120 000 soldats le long de la frontière. Bon, c'est bizarre parce que c'est quand même un chiffre 12 fois supérieur à celui qui est avancé pour l'attaque surprise de l'Ukraine contre la région de Koursk. Selon le Wall Street Journal. Donc voilà, je vais essayer de voir un peu ce qu'il en est. Si j'ai des précisions, je vous les donnerai la semaine prochaine.
L'objectif déclaré par Zelensky, mais qui est l'objectif américain en fait, c'est de créer une zone tampon pour l'Ukraine sur le modèle de ce que la Russie cherche à faire dans la région de Kharkov. Voilà, depuis début mai. Alors, bon, Loukachenko n'avait pas l'air non plus trop traumatisé. Il a expliqué que la frontière était de toute façon extrêmement lourdement minée et qu'avant que les Ukrainiens n'entrent en Biélorussie, c'était improbable, voilà. Euh, mais justement, si, les Ukrainiens le savent. Donc ça n'est pas entrer en Biélorussie qui les intéresse, c'est probablement se servir de cette idée que la Biélorussie les menace, qui est une idée qui est largement portée et montée en sauce par tout un tas d'experts et de médias européens et américains et anglais, pour pouvoir justifier ce déploiement de force et pour pouvoir après les redispatcher ailleurs sur le territoire. Bon, c'est des questions un peu militaires, un peu intéressantes, mais ça pourrait quand même... voilà, imaginons des forces ukrainiennes parmi ces 120 000 qui seraient redéployées dans l'oblast de Koursk pour renforcer les gains ukrainiens, ou alors sur une autre attaque surprise. On peut imaginer une autre percée ukrainienne, je sais pas, dans la région de Bryansk, dans la région de Belgorod, enfin des régions où vraiment l'Ukraine depuis longtemps enfin, fait un certain nombre d'attaques contre des cibles civiles d'ailleurs, hein, clair. Euh, donc c'est des régions russes. Hein, donc jusqu'à présent, voilà, ces troupes n'étaient pas mises au service de ce type d'incursion dans d'autres parties du territoire russe. Pourquoi? Parce qu'on avait soi-disant peur d'une invasion russo-biélorusse depuis la région de Gomel notamment, bon, mais qui a priori ne se fait pas. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, parce qu'il peut y avoir aussi non seulement le redéploiement d'une partie de ces troupes, mais il peut aussi y avoir bien sûr une attaque avec ces troupes de la Biélorussie par l'Ukraine. Donc on verra, voilà, c'est un point que je voulais quand même évoquer. Et dernier point, c'est que il se dit que l'attaque de Koursk, l'attaque ukrainienne, aurait fait échouer une sorte d'accord de cessez-le-feu partiel qui était en cours de négociation et même de finalisation, qui devait être finalisé au Qatar entre Russes et Ukrainiens, et qui portait notamment sur la question des infrastructures énergétiques. Voilà, c'était une sorte de halte au feu, d'un côté comme de l'autre, dans le domaine de l'énergie. Alors moi, je dois vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai eu un peu de mal à le croire, et j'ai toujours un peu de mal à le croire. Bon, ce qu'on sait, c'est que depuis 6 mois, au moins, il y a des attaques ukrainiennes sur les infrastructures russes. Bon, ça c'est vrai. Notamment les raffineries de pétrole. Mais surtout, ce sont les forces russes qui ont très gravement endommagé le réseau électrique ukrainien. J'en ai déjà parlé d'ailleurs en disant que l'hiver qui arrivait risquait d'être critique pour les Ukrainiens. Donc presque toutes les installations conventionnelles de production d'électricité en Ukraine ont été endommagées. Donc la moitié de la capacité de production d'électricité en Ukraine a été mise hors service. Il y a des centrales électriques voilà, qui sont en plus souvent utilisées pour chauffer de très grands ensembles, etc. Bon, pour l'instant, tout ça ne marche plus à au moins 50%. Donc ça veut dire que l'hiver, qui, comme vous le savez, là-bas est rigoureux et dur, sans électricité, sans chauffage, ça risque d'être extrêmement difficile. Donc, ce qui est dit, c'est que les deux parties avaient intérêt à ce qu'il y ait un arrêt des campagnes d'attaque contre les infrastructures de l'autre partie, qu'il y avait des délégations qui devaient être envoyées à Doha pour négocier un accord, etc., 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 pour donc se donner un répit mutuel. Moi, je dois dire que je n'y crois pas. Je me demande bien pourquoi Moscou accepterait ça et en échange de quoi. Parce que
c'est une manière de faire croire, comme d'habitude, et ça c'est toujours la stratégie ukrainienne et occidentale, que l'Ukraine va bien, que c'est la Russie qui est en mauvais état, que l'Ukraine a encore des forces, est en forme militairement, que Moscou aurait besoin d'un répit, qu'elle aurait souffert de frappes paralysantes, dit-on, sur ses infrastructures pétrolières et gazières, menées par des drones ukrainiens, et que donc elle était prête à cesser de frapper le réseau électrique ukrainien en échange d'un arrêt de ses frappes. Moi, je n'y crois vraiment pas. Je ne pense pas que la Russie, bien sûr, elle a subi des frappes douloureuses, des frappes nuisibles, enfin, qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'elle a fait subir au réseau énergétique national ukrainien, qui est dans un état subclaquant, si vous voulez. Donc, il y a plus. Tout ce qui est énergie non nucléaire en Ukraine ne marche quasiment plus. Et ça, c'est les missiles russes qui l'ont fait. Donc, il y a déjà eu, même en plein été, il y a eu des pannes de courant, là, pendant les pics de chaleur cet été. Donc, le système d'importation, en plus de l'Ukraine, est extrêmement vulnérable aux nouvelles campagnes de bombardement russes. Donc, pourquoi est-ce que la Russie voudrait arrêter cela maintenant, une fois de plus, alors qu'elle est en position de force, pour sauver quelques dépôts de pétrole, de drones ukrainiens? Je ne sais pas, ça me paraît pas équilibré, si vous voulez. Donc, mais c'est le vieux scénario américain dit du gel du conflit. Et évidemment, à partir du moment où l'Ukraine perd la guerre, il vaut mieux geler à un moment donné. Mais je pense que, enfin, moi, j'y crois pas trop. Je crois que, voilà, l'idée, c'est plutôt que, enfin, il s'agit de montrer que l'Ukraine est un peu à égalité, si vous voulez, et peut tenir la dragée haute à la Russie et éventuellement la conduire à un cessez-le-feu, même partiel, à propos des questions énergétiques. Moi, je n'y crois pas. Je crois que tout ça, c'est de l'infowar. Enfin, c'est de la guerre de l'information. C'est des opérations psychologiques. Et que cette histoire pour parler du Qatar, il y avait paraît-il, des discussions, mais qui étaient en lien avec qui sont en lien avec le soi-disant plan de paix Zelensky. Je pense que là, maintenant, tout ça est vraiment en panne après ce que l'Ukraine vient de faire. Et de ce point de vue-là, l'Angleterre a bien réussi, encore une fois, à empêcher peut-être une forme de, non pas d'accord de paix, mais en tout cas de reprise peut-être de dialogue ou de discussion qui aurait pu être envisagée même à Moscou, puisque le président Poutine, lui, de son côté, depuis juin, a fait des propositions de paix assez directes, assez nettes. Et donc, voilà, pour l'instant, en tout cas, tout est en panne. Alors, je pense que la meilleure citation d'un responsable russe, Lavrov, il a dit que les pourparlers du Qatar, c'était une rumeur, mais celle qui a très bien parlé, comme d'habitude, c'est Maria Zakharova qui a enfoncé le clou et qui a dit, mais de toute façon, personne n'a rien cassé, là, en faisant ce qu'ils ont fait à Koursk, parce qu'il n'y avait rien à casser, en fait. Il n'y a eu aucune négociation directe ou indirecte entre la Russie et le régime de Kiev sur la sécurité des infrastructures critiques civiles. Voilà. Donc, c'est toujours le même truc de l'Ukraine. Elle cherche à dépeindre la Russie comme désespérée, comme vulnérable. Comme ça redonne un peu de... Ça regonfle le blason ukrainien, si vous voulez. Ça redore le blason ukrainien. Ça donne l'impression que, voilà, que Poutine a besoin de négocier. Mais enfin, en fait, c'est plutôt une manière de gérer les relations publiques c'est du damage control, comme on dit, et de gérer les relations publiques avec les pays fournisseurs d'aide. Donc, voilà, c'est toujours diffuser des histoires, diffuser des mythes, pour la plupart. Bon, mais vous êtes les cibles de tout cela, chers amis, membres, fans, ou tout simplement auditeurs de Paix et Guerre.
ou amis, bien sûr, vous êtes les cibles et c'est pour ça aussi que j'essaie de vous proposer une autre manière de voir les choses. Mon quatrième point et dernier, parce que je sais pas, je suis encore trop longue évidemment, c'est un point qui touche l'affaire Nord Stream, vous savez, des fameux pipes qui ont été détruits il y a déjà bien longtemps. Et là, récemment, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, extrêmement proche des États-Unis et de l'Allemagne, a tweeté à propos de cette attaque. Vous savez, il y a de nouveaux scénarios. Il y a un scénario qui a été développé disant qu'en fait, c'était une idée ukrainienne et que lorsque la CIA l'avait su, elle avait essayé d'arrêter les choses. Elle avait demandé à Zelensky d'arrêter les choses, qui avait lui-même demandé à Zaloujny, son chef d'état-major à l'époque, de le faire, lequel lui avait répondu que l'opération était déjà partie, enfin déjà lancée, et que tout ça s'était fait avec l'aide des Polonais. Enfin bon, bref, une histoire pour être familière de Cornecu. Je pense qu'il est, Seymour Hersh l'a très bien expliqué, démontré, avec, je pense, des sources assez claires. Et de toute manière, il y a eu même carrément des menaces, même pas voilées, de Joe Biden, qui a dit on le fera sauter si jamais la Russie entre en Ukraine. Le Premier ministre polonais de l'époque avait remercié l'Amérique après l'explosion, enfin je veux dire, par tweet, très moderne. Bon, donc tout ça, si vous voulez, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ou plutôt c'est un nuage de fumée. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que Tusk a fait un petit tweet et il a dit à tous ceux qui ont manigancé le sabotage de Nord Stream 1 et 2, je vous demande de vous taire et de vous excuser. Et donc, en fait, c'est une manière pour Tusk de taper l'opposition polonaise. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que lui, bien sûr, et de plus en plus, la Pologne travaille avec l'Allemagne, notamment contre la France, mais en tout cas avec l'Allemagne, pour les États-Unis, dans tous les domaines. Mais avant que Tusk ne revienne au pouvoir, la coalition précédente avait une vision un peu plus circonspecte. Je ne parle pas de... je parle des Polonais là. Hein. Et donc était moins encline à accepter cette alliance germano-polonaise. Et en plus, on sait très bien que quel que soit le camp politique, les Polonais n'ont jamais été évidemment d'accord avec l'alliance germano-russe en matière énergétique. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas Nord Stream 1 et 2. Bon. Donc, ils ont probablement été impliqués. Mais on sait bien que cette attaque, qui a été longuement préméditée, longuement mise en place, etc., ne s'est pas faite avec 5 Ukrainiens qui ont loué un petit bateau, ou même un grand bateau, enfin un petit en l'espèce, quelques 15 mètres, pour monter une opération de cette ampleur. Tout ça ne s'est pas fait comme ça, parce qu'il l'avait décidé ainsi, parce qu'il voulait peut-être juste se faire plaisir, ou provoquer la Russie, ou agacer. Enfin, soyons sérieux. Donc, et Poutine d'ailleurs continue à dire, ben, il est clair et on le sait, que c'est l'Amérique qui est derrière tout ça, et que c'est pas du tout ni les Polonais, ni même les Allemands. En plus, n'oublions pas que c'est un pipeline allemand, hein, enfin, financé en partie avec de l'argent aussi allemand. Donc, pour l'Allemagne, c'est un désastre ce qui s'est passé. Donc, on voit bien que cette affaire, ça ne ressort pas maintenant pour rien, et c'est ça qu'il faut retenir. Ça ressort parce que c'est la campagne politique américaine et qu'il faut absolument désimpliquer, enfin, pouvoir enlever toute responsabilité, si vous voulez, disculper, que ce soit
l'administration Biden, et même que ce soit le malheureux Zelensky, qui a probablement prêté la main d'une manière ou d'une autre à l'affaire, mais voilà, il s'agit de les mettre hors de cause, parce que quand même, c'est une attaque directe contre un membre de l'OTAN. Donc que ce soit la Pologne, et c'est ce qu'a l'air de dire Tusk, qui est finalement tapé l'Allemagne et mise en danger l'industrie et l'économie allemande, ou que ce soit simplement l'Ukraine, ou que ce soit les uns les autres, avec... Vous savez, c'est toujours la même chose quand on veut faire un écran de fumée dans une affaire sombre comme ça. On invente plein de scénarios, puis on les agite, on les poursuit, on crée, en fait, c'est comme un roman, on crée des hypothèses et on file gentiment, on brode pour que ça devienne plausible, et voilà, et après il y a des démentis de certains aspects. Enfin, c'est tout un travail, c'est d'ailleurs très amusant à faire, mais tout ça, à la fin, c'est pour qu'on ne parle plus du fait que l'Amérique, finalement, a, a délibérément mis l'économie allemande par terre, et pour la reprendre sous sa coupe et serrée, et qu'elle l'a fait donc avec un allié de l'OTAN pour juste couper ce lien entre l'Allemagne et la Russie, et entre l'Europe et la Russie, bien sûr. Voilà. Donc c'est assez grave, mais c'est d'une importance conjoncturelle surtout, et politique, et c'est très lié bien sûr à la campagne actuelle. Et le brave Tusk, qui donc essaie de rejeter la responsabilité éventuelle sur ses prédécesseurs politiques, bon, le fait évidemment probablement sur ordre. Il le fait sur ordre de l'État profond américano-allemand, enfin bref, qui est celui qui dirige quand même un peu, et qui sont ravis de l'avoir remis au pouvoir, mais voilà, si on veut qu'il reste au pouvoir, il faut pouvoir noircir ses opposants politiques, et pourquoi pas en faisant semblant de croire à leur possible implication dans l'attaque contre Nord Stream. Voilà. Donc c'est parce que évidemment, si jamais les prédécesseurs de Donald Tusk ont mis la main à l'attaque sur Nord Stream, ça veut dire qu'ils ont attaqué, eux aussi, comme les Américains, un membre de l'OTAN. Voilà, un de leurs alliés, en fait. C'est quand même... bon. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'il s'agit de disculper l'Allemagne, il s'agit de disculper les États-Unis, il s'agit de disculper, bien sûr, l'Ukraine, et le pauvre Zaloujny, dont on a fait un ambassadeur à Londres, porte le chapeau probablement. Il a peut-être des rewards, des compensations pour cela, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça, finalement, ça nourrit le discours d'un Poutine qui continue à dire que pour lui, tout ça, c'est une histoire évidente. On sait que le renseignement américain était derrière cette attaque, et que donc, voilà, là, c'est la preuve. C'est Tusk qui est tellement lié à tous ces cercles, qui en profite pour faire un coup de pied de l'âne à ses opposants politiques à bon prix, si vous voulez, à bon dos, enfin, à peu d'argent. Donc c'est intéressant, de voir ça. Je pense que je vais vous laisser sur ce quatrième point de manière un peu en queue de poisson, excusez-moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, de liker, de partager, de vous inscrire, de nous soutenir, et de vous inscrire, enfin de rejoindre la chaîne, et de rejoindre le cercle des amis ou des fans de Paix et Guerre, parce que je vais être très contente de faire ces petites
ces petites émissions. J'en ai d'ailleurs une que j'enregistre euh, là, la première des Clés du Monde qui portera sur la relation, enfin sur les récents pourparlers entre la Russie et l'Azerbaïdjan, qui ont des conséquences assez importantes, pas seulement à l'échelle du Caucase, mais très au-delà. Voilà, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve pour Mondoscopie 33 mercredi prochain de toute façon, mais d'ici là pour nos nouveaux membres du cercle. À très vite.